Nous sommes dimanche 26 février 2023. Bienvenue sur Bonferré Télévision. Bienvenue sur cette session d'information dominicale que nous ouvrons avec la situation des Nigériens vivant en Tunisie. Vous le savez, depuis le mardi dernier, le président tunisien a, dans un discours à la nation, attisé les actes de violence contre les ressortissants de l'Afrique subsaharienne dans son pays. Youssouf Ouaïdara a recueilli ce matin le témoignage d'un étudiant. Il s'agit notamment de M. Ahmed Tijani Amirou, représentant de l'Association des étudiants et stagiaires nigériens en Tunisie. Ce dernier évoque déjà des actes de violence sur trois de leurs camarades en Tunisie. Je propose de suivre son reportage. Bavures policières, violences et agressions physiques, ce sont là les cauchemars que vivent les ressortissants des pays subsahariens en Tunisie. Ces violences sont les conséquences directes des propos haineux et racistes tenus par le président tunisien Kais Saïed le mardi dernier. Pour les ressortissants des pays subsahariens, la peur au ventre, la majorité sont terrés dans leur maison. Pas question de sortir dehors par peur d'être agressé, comme l'explique cet étudiant nigérien en Tunisie. Depuis le mardi passé, après les propos du président Kais Saïed, la communauté subsaharienne en Tunisie est vraiment confrontée à beaucoup de problèmes. Donc, notamment les arrestations arbitraires de la part de la police tunisienne. De l'autre côté, il y a une frange de la population tunisienne qui se permet d'attaquer physiquement, d'agresser physiquement et de faire des propos racistes à notre égard. Les étudiants subsahariens n'assistent plus aux cours, ils restent chez eux, ils ne partent pas dehors pour des fois même chercher quelque chose à manger. C'est pour vous dire qu'actuellement on est bloqué à la maison et avec la peur au ventre. Déjà, 3 cas d'agression physique ont été enregistrés sur des étudiants nigériens. Nous avons comptabilisé 3 cas d'agression physique, mais heureusement que ce n'est pas très grave, il y a eu plus de peur que de mal. Nous avons aussi comptabilisé beaucoup de cas de discrimination, propos racistes. Donc, quand nous sortons dehors, nous faisons face à des insultes, à des mauvais regards. Des fois, dans les taxis même, le taximan se permet de nous insulter. Donc, à part aussi les propos racistes et les discriminations, il y a eu des descentes de la police tunisienne dans certains de nos appartements pour fouiller. Donc voilà, on peut dire qu'on fait face à quelques humiliations parce que le fait de faire une descente chez une personne et surtout un étudiant pour fouiller, nous trouvons ça vraiment déplorable. Partout, des voix s'élèvent pour condamner les propos du président tunisien et cela jusqu'au sommet à l'Union africaine, où l'indignation de la Commission a été notifiée au représentant permanent de la Tunisie. Le président de la Commission de l'Union africaine, son Excellence Moussa Faki Mahamat, condamne fermement les déclarations choquantes faites par les autorités tunisiennes contre des compatriotes africains qui vont à l'encontre de la lettre et de l'esprit de notre organisation et de nos principes fondateurs. Le président rappelle à tous les pays, en particulier aux pays États membres de l'Union, qu'ils doivent honorer les obligations qui leur incombent en vertu du droit international et des instruments pertinents de l'Union africaine, à savoir traiter tous les migrants avec dignité, d'où qu'ils viennent, s'abstenir de tout discours haineux et à caractère raciste, susceptible de nuire aux personnes, et accorder la priorité à leur sécurité et à leurs droits fondamentaux. En Tunisie, des voix se sont déjà levées pour protester contre les propos de Kais Saïed. Côté nigérien, pas de réaction officielle, mais déjà beaucoup d'étudiants nigériens ont commencé à regagner le pays, comme l'affirme Ahmed Tijani Amirou, représentant de l'Association des étudiants et stagiaires nigériens en Tunisie. La Tunisie compte environ 1000 étudiants et stagiaires nigériens.
La suite de ce journal avec le verdict de ce procès intenté contre les auteurs et complices de la tentative de coup d'État avortée de mars 2021. Le tribunal militaire du Niger a rendu son verdict, c'était le vendredi dernier. Plusieurs accusés et complices ont été condamnés à des peines de prison ferme allant de 20 ans à 4 ans de prison. Par contre, une trentaine d'autres accusés ont été relaxés pour insuffisance de preuves. Palima Bourema nous en dit un peu plus. Une tentative de coup d'État a été déjouée. Une enquête est ouverte. Le tribunal militaire n'a pas été clément envers ceux qui ont fui le pays. Jugés par contumace, 5 personnes reconnues des faits qui leur sont reprochés ont été condamnées à la prison à vie. Selon plusieurs sources, les différents cerveaux de la tentative de coup d'État de ce 31 mars 2021 auront à purger 20 ans de prison ferme et une amende de 50 millions de francs CFA pour préjudice causé à l'État pour avoir utilisé des munitions. Il s'agit du colonel-major Amadou Jibo, le capitaine Sani Gourouza, les lieutenants Abdraman Morou, Adamou Seini et Mohamedou Halilou. D'autres inculpés qualifiés de recruteurs et financiers ont été condamnés à 10 ans de prison ferme. Des peines d'emprisonnement ferme de 4 et 5 ans ont été prononcées contre les personnes inculpées pour complicité. 35 autres personnes ont été relaxées pour insuffisance de preuves. C'est le cas de l'ancien ministre et ancien ambassadeur Cissé Ousmane. Le verdict tombé vendredi dernier est l'épilogue de ce procès qui a démarré en janvier dernier. Une soixantaine de personnes ont été inculpées d'atteinte à la sûreté de l'État, complicité de crimes d'attentat et de délits de non-dénonciation. C'est à 2 jours de la fin du second et dernier mandat d'Issoufou Mamadou que des militaires ont décidé de prendre le pouvoir. Un coup d'État avorté puisque les différents responsables n'ont pas pu coordonner leurs actions. Depuis son arrivée au pouvoir en 2011, Issoufou Mamadou avait déjà échappé à une tentative de coup d'État. En 2015 déjà, un coup d'État a été déjoué. Les condamnés, dont l'ancien chef d'État-major sous la transition de 2010, ont pris entre 5 et 15 ans de prison ferme. Sur le front social, ce mouvement d'arrêt du travail en perspective à partir de demain, lundi 27 février 2023, à l'appel de l'unité d'action syndicale, cette coalition de centrales syndicales et de plusieurs structures de la société civile nigérienne. Quelles sont leurs principales revendications? Le point avec Oussena Assoumi. Le pays sera paralysé 48 heures durant pour cause la grève qui projette d'observer 14 centrales syndicales regroupées en une unité d'action syndicale le lundi 27 et mardi 28 février prochain pour non-respect de leurs attentes par le gouvernement. Il y a des revendications ou des accords signés avec le gouvernement par certains syndicats et par certaines centrales syndicales qui datent depuis 2012. Donc c'est face à tous ces mépris et le non-respect de ces engagements pour poser nos revendications et demander au gouvernement le respect de ces engagements. Donc, entre autres préoccupations, il y a cette question de la vie chère. Nous l'avons dit qu'aujourd'hui, la vie est excessivement chère. Et le pouvoir d'achat des Nigériens ne le permet pas de joindre les deux bouts, ça, tout le monde le connaît. Les salaires n'augmentent pas, mais la vie chère augmente alors que le gouvernement a la solution à ces problèmes. L'insécurité, elle est là. Elle ne fait que gagner du terrain. Notre pays fait face à une insécurité malgré les partenaires occidentaux et américains qui disent être là à cause de nous. Et nous avons compris que ces gens ne sont pas là pour nous. Et c'est pourquoi dans notre déclaration, nous avons demandé le départ de toutes les forces étrangères. Donc les 14 centrales syndicales, nous avons décidé de défendre ce mot d'ordre. Mohamedou Gamache, secrétaire général de l'UTAN, en appelle par ailleurs toute la coalition des syndicats du secteur du transport à exécuter sans réserve le mot d'ordre de grève. Nous demandons aux taxis-motos, aux taxis-tricycles, aux taxis-bagages, aux grands porteurs, aux transports voyageurs, aux transports marchandises, aux transports de bois, aux auto-écoles, les mécaniciens, les tauliers, les vulganisateurs, bref, l'ensemble des militants de l'UTAN d'observer le mot d'ordre de grève du 27 et 28 février 2023 et nous leur demandons de rester unis et solidaires et
et d'attendre les prochains mots d'ordre des grèves. Cette grève générale qui se tiendra sur toute l'étendue du territoire national concernera les travailleurs publics et parapublics, les commerçants, les transporteurs et les transitaires. Par conséquent, les centrales syndicales entendent continuer le combat jusqu'à avoir gain de cause, tout en restant ouvertes au dialogue. Justement, Oussena, le collectif des syndicats des commerçants et des transitaires a publié il y a quelques instants ici à Niamey, au siège du SNAD, une déclaration de presse dans laquelle le collectif a réaffirmé son appartenance à l'unité d'action syndicale, mais s'est surtout prononcé sur les différents rounds de négociations entamés avec la partie gouvernementale relativement à leurs doléances qui sont relatives à la patente synthétique et à la facture certifiée. Ces derniers disent ne pas être contents de ces négociations. Ils en appellent au président de la République, Bazoum Mohamed, à s'impliquer personnellement dans ce dossier. Les précisions, c'est avec Youssoufou Haïdara. Cette déclaration du collectif des syndicats des commerçants et des transitaires a pour but d'abord de faire part à la base du compte-rendu des rencontres entre le collectif et la partie gouvernementale. Des rencontres qui n'ont pas donné le fruit escompté, affirme le collectif. Après quelques jours de marché mort, suite au mot d'ordre du collectif des syndicats de commerçants délégués transitaires, qui a parfaitement réussi par la grâce d'Allah et votre détermination sans faille. Nous avons été appelés par le secrétaire général du ministère du Commerce et le secrétaire général du ministère des Finances, aussi avec la présence du directeur général des impôts, afin de clarifier sur les points de nos doléances précisés dans nos différentes déclarations et communiqués. Cette rencontre se termine par la décision de mettre en place au niveau de chaque centre d'impôt un comité où chaque marché sera représenté par des délégués au niveau des centres d'impôt concernés afin de remédier aux problèmes aléatoires liés à la patente synthétique, soit sur la surimposition ou sur la facilité de son paiement par les contribuables. Ainsi est le seul point où l'espoir de la solution est envisagé. Pour ce qui est de la facture certifiée, les discussions portées lors de cette rencontre sont sans conclusion, donc ni moins ni plus. Le second point de cette déclaration est un appel à l'endroit du président de la République, Bazoum Mohamed, pour que ce dernier intervienne pour résoudre les préoccupations du collectif. Excellence, Monsieur le Président, ceci est le cri de tristesse d'une lourde et insupportable charge qui pèse sur les pauvres commerçants. Personne ne veut plus entendre de nos doléances. Nous nous tournons vers vous, Excellence, Monsieur le Président, par la grâce de Tout-Puissant, les miséricordieux, afin que vous puissiez nous entendre et apporter une solution à nos demandes justes et légales. Excellence, Monsieur le Président, vous êtes le Père de la Nation. Par conséquent, il est de votre devoir de veiller et d'apporter à chaque fois que si cela est nécessaire, des solutions aux problèmes des fils de la Nation. Aujourd'hui, Excellence, Monsieur le Président, nous nous tournons vers vous après plusieurs mois de va-et-vient entre les différents ministères tutelles des commerçants, mais que certaines de nos doléances n'ont reçu aucune satisfaction, afin de prendre en compte nos préoccupations et de trouver une solution une fois pour toutes. Au cours de cette déclaration, le collectif des syndicats des commerçants et transitaires a profité pour informer leurs militants de l'appartenance de leur mouvement au cadre de l'Union d'action syndicale UAS Niger. Le Conseil économique, social et culturel, le SOSOC, a clos ce dimanche à Niamey les travaux en plénière de sa session inaugurale, la session au titre de sa 3e mandature, une session qui a été marquée par l'adoption d'un règlement intérieur consensuel et la mise en place de commissions permanentes permettant au SOSOC de mener à bien sa mission. Les précisions, c'est avec Souleymane Ousmane. Les conseillers du Conseil économique, social et culturel SESOC, nouvellement installés, ont durant 3 jours travaillé pour installer les 5 commissions de l'institution et partir sur de nouvelles bases afin de relever les défis. À l'issue des assises, la plénière a accouché des résolutions et motions spéciales. La plénière du Conseil économique, social et culturel adopte le règlement intérieur du SESOC. Adressons une motion spéciale de remerciement à l'endroit du président du SESOC, Bensé Mal Ligari Meirou, et aux membres du bureau pour la parfaite organisation de cette session inaugurale de la 3e mandature du SESOC. Exprime sa sincère gratitude à son Excellence, M. Mohamed Bazoum, président de la République, chef de l'État, et lui adresse une motion
spécial de remerciement pour le soutien constant qu'il ne cesse d'apporter au Conseil. Le président de l'institution, le CESOC, a relevé le caractère important de cette session et félicite l'ensemble des acteurs pour leur sens de responsabilité tout au long de la session. Cette session revêt un caractère particulier pour notre mandature, car c'est à cette occasion que nous avons doté notre institution des règlements intérieurs consensuels et conformes aux lois de la République. Elle revêt un caractère particulier, dis-je, car vous avez doté le CESOC des commissions permanentes qui seront les piliers sur lesquels reposera la tâche qui nous attend. Organe constitutionnel consultatif, le CESOC assiste le président de la République et le président de l'Assemblée nationale. Il donne également des avis sur des questions qui lui sont soumises. Le CESOC est aussi compétent pour examiner pour avis les projets et propositions de loi à caractère économique, social et culturel, excepté les lois des finances. L'Université islamique du Niger a pour sa part ouvert les travaux des assises de la 35e session ordinaire de son conseil de gestion. Reina Moussa y était pour Bonferré Télévision. On suit son reportage. Cette 35e session du conseil de gestion de l'Université islamique au Niger a réuni tous les pays islamiques, arabes et africains membres de l'Organisation de la coopération islamique OCI. Des assises qui permettront de pallier aux différents maux qui assaillent l'Université islamique au Niger. Chaque année, il y a les conseils qui gèrent les affaires quotidiennes de l'Université islamique. Donc pour cette année, le conseil s'est réuni aujourd'hui pour vraiment statuer sur les différents problèmes, sur les budgets et tout ce qui concerne les affaires quotidiennes de l'université. Vraiment, les grands objectifs, c'est pouvoir gérer et prendre des bonnes décisions, des bonnes directions pour la gestion de l'université islamique. L'ancien secrétaire général de l'OCI, le professeur Hamid Al-Gabit, est revenu sur la crise qui avait prévalu au sein de l'université islamique. La crise a consisté en quoi? Il y a eu des problèmes au niveau de la nomination des recteurs. Il y a eu des recteurs qui ont été proposés, qui n'ont pas répondu, en tout cas à ce qu'on attendait d'eux, que ce soit du côté de l'OCI ou du côté du gouvernement du Niger. Et on est arrivé à une période où on n'avait plus de recteurs et l'université était pratiquement boycottée par les bailleurs de fonds à cause de cette crise et du fait qu'elle ne marchait pas. Nous avons donc été obligés, en tant que secrétaire général de l'OCI, de fermer temporairement cette université, jusqu'à voir clair pour savoir comment relancer l'université. Et c'est là que nous avons eu la chance que Nasser Hamdan était président du Fonds de solidarité et il a accepté de présider ce conseil. Soucieux du bien-être des étudiants, le ministre de l'Enseignement supérieur a formulé le vœu que les textes de l'accord du siège soient respectés et appliqués avant de réitérer l'engagement du gouvernement nigérien à accompagner les efforts des autorités saoudiennes. Au niveau de cette tribune, je formule le vœu de voir les textes de l'accord de siège remis en place, respectés et appliqués dans l'esprit et la lettre au bénéfice du Niger et des Nigériens et de la communauté islamique qui aujourd'hui, dans le cas du Niger, sont réduits à des tâches périphériques, loin des centres de décision dans le fonctionnement de l'institution. Le Niger, pour sa part, ne ménagera aucun effort pour faire de cette université un vivier de compétences, véritable carrefour du donner et du recevoir. D'ores et déjà, les dispositions utiles sont prises pour que la sécurité de l'université, de son personnel, de ses étudiantes et étudiants soit assurée.
L'Université islamique au Niger, fondée depuis 1986 par l'Organisation de la Conférence islamique OCI, regroupe 6 établissements universitaires et 2 écoles de solidarité. De 1986 à 2023, l'Université islamique a formé des milliers d'étudiants, toutes nationalités confondues. Un mot de cinéma dans ce journal avec Oumarou Ganda, le père du cinéma nigérien, premier lauréat du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, le FESPACO. Premier prix qu'il a remporté en 1972, précisément le 12 mars, grâce à son film Oazou, le polygame. Eh bien, notre compatriote a désormais une statuette à son effigie érigée à la place des cinéastes à Ouagadougou. C'est un vide qui vient ainsi d'être comblé. En effet, il est de coutume que tous les lauréats du Grand Prix du FESPACO aient une statuette à leur effigie sur la place des cinéastes de Ouagadougou. Donc, 50 ans plus tard, Oumarou Ganda vient donc d'avoir la sienne et c'est le cinéma nigérien qui est ainsi reconnu et récompensé. On se quitte avec la revue de la presse du groupe de radio et télévision Bonferré. Je suis avec Moustapha Zongoma pour la revue de la presse de Bonferré de tous les jeudis soirs. Moustapha, bonsoir. Bonsoir Aminata. Qu'est-ce qui fait la une des journaux de cette semaine? Cette semaine, c'est la création d'un nouveau front social dénommé Unité d'action syndicale, le refus du redéploiement de la force française Sabre chassé du Burkina. Ce refus donc concerne le Niger et les suites du procès de la tentative présumée de coup d'État de mars 2021. Moustapha, nous débutons la chronique avec le Front social. Le journal Le Monde d'aujourd'hui parle de réveil du Front social après 10 ans d'accalmie. En effet, Aminata, durant ces 2 quinquennats, l'ancien président de la République, Issoufou Mahamadou, n'a pas eu des emmerdes avec le monde du travail, malgré les innombrables promesses non tenues vis-à-vis des centrales syndicales, malgré la dégradation continue du coût de la vie liée aux politiques antisociales mises en œuvre par son gouvernement, écrit le journal Le Monde d'aujourd'hui de cette semaine. Et cela est lié au fait qu'au sein de l'intersyndicale des travailleurs du Niger, ITN, existe une centrale syndicale qui jouait aux pompiers pour contrecarrer les grèves, ces dirigeants ayant bénéficié du strapontin jeté dans les rouages de l'État, écrit le confrère. Cette centrale syndicale a finalement montré son vrai visage à l'issue des élections professionnelles qu'elle a pu remporter grâce au soutien du régime en place. Les autres centrales syndicales ont donc décidé de relancer la lutte pour la défense des intérêts des travailleurs et ceux des populations nigériennes en général, en reconstituant l'ITN avec les 4 centrales syndicales représentatives, à savoir la CNT, la CGSL, l'USPT et l'USTN. L'ITN a déjà observé un premier arrêt de travail de 48 heures, c'était les 25 et 26 janvier dernier, pour contraindre le gouvernement à concrétiser ses engagements qu'elle a pris avec elle dans plusieurs protocoles d'accord signés entre 2012 et 2018. Très vite, très suivi dans les 8 régions du pays, la grève a fait mal, mais malgré cela, le gouvernement n'a pas daigné appeler l'intersyndicale des travailleurs du Niger pour des négociations. Devant ce mépris apparent, l'ITN a décidé de s'ouvrir aux autres centrales syndicales non représentatives et aux collectifs des syndicats des commerçants et des agents de transit pour engager la lutte de manière concertée à travers un nouveau cadre dénommé l'Unité d'action syndicale UAS qui a vu le jour le samedi 18 février 2023. Au nom de ce nouveau cadre, l'intersyndicale des travailleurs du Niger vient d'introduire un nouveau préavis de grève de 48 heures. Il court pour les lundis 27 et mardi 28 février 2023 prochain dans l'espoir de faire aboutir ces légitimes et justes revendications qui sont désormais étoffées. Outre les points de doléances préalables, cette nouvelle grève vise aussi à contraindre le gouvernement à l'ouverture de discussions sur les points inscrits dans le cahier de doléances de 2021 et 2022, mais aussi à réduire les prix à la pompe de l'essence et du gasoil, à abattre le taux de l'ITS et de réduire les prix de tous les produits de première nécessité, le lait, le sucre, la farine, le riz, l'huile, l'eau, l'électricité, le transport, etc. Le mouvement syndical condamné pour mort se réveille à la grande satisfaction des Nigériens, estime le confrère qui dispose enfin d'une force capable de tenir tête à un régime très peu soucieux des préoccupations des concitoyens, conclut le journal Le Monde d'aujourd'hui de cette semaine.
Le Niger ne va finalement pas accueillir les 400 soldats de la force française Sabre chassés du Burkina Faso, nous apprend le quotidien privé L'Enquêteur d'hier mercredi. Effectivement, le quotidien écrit l'état-major général des armées et le commandement de la task force Sabre ont organisé le samedi 18 février 2023 dans l'enceinte du camp Bila Zagré de Camboissin en périphérie de Ouagadougou une cérémonie solennelle de descente de drapeau marquant la fin officielle des opérations de la task force à partir du sol burkinabé. C'est la fin de 15 ans de présence militaire française au pays des hommes intègres, écrit le journal L'Enquêteur. Composé de quelques 400 soldats, la force Sabre a mené des opérations ciblées au Sahel dans la lutte contre le djihadisme depuis 2009. Sauf que les résultats de ces interventions sont loin des attentes des Burkinabés en matière de sécurité. Quelle destination pour des soldats tricolores poussés au départ par Ouagadougou, s'interroge le confrère. Plusieurs pays sont évoqués, dont la Côte d'Ivoire et notre pays, le Niger. Mais au final, l'option d'un redéploiement au Niger serait écartée. Le 16 février dernier, Bazoum Mohamed était à Paris où il s'est entretenu avec son homologue français Emmanuel Macron. L'on apprend que la force française Sabre ne sera pas redéployée au Niger à la suite de ce tête-à-tête. Le chef de l'État a-t-il fait comprendre à son hôte le risque politique que le repli d'une partie de Sabre au Niger ferait peser sur son régime? Tout laisse à croire que Bazoum Mohamed a préféré jouer la prudence. Le président de la République a beau nier l'existence d'un sentiment anti-français au Niger, il n'en demeure pas moins conscient de l'extrême volatilité de la situation sociopolitique de son pays. Accueillir quelques soldats français de plus dans notre pays peut mettre le feu aux poudres. Pour ainsi dire, les Nigériens ne perçoivent pas du tout l'utilité de la présence militaire française sur leur sol. La dernière attaque en date du 10 février 2023 contre des soldats nigériens n'est pas pour plaider en faveur de Paris. En somme, Bazoum Mohamed a réussi à s'enlever une épine du pied en refusant le redéploiement d'une partie des soldats de l'opération Sabre au Niger, conclut le journal L'Enquêteur d'hier mercredi. Le journal Le Canard en furie analyse les réactions des partis politiques de la majorité et de l'opposition sur l'embuscade terroriste d'Intagamay. Le pouvoir et l'opposition occultent le vrai débat, titre à sa une le confrère. Dans son communiqué sur l'incident sécuritaire, la Mouvance pour la Renaissance du Niger, la MRN, s'est juste approprié le bilan controversé fourni par le ministère de la Défense nationale pour magnifier la vaillance de nos soldats, écrit le journal Le Canard au furie de cette semaine. Un communiqué laudateur à l'endroit du régime qui parle d'une embuscade terroriste survenue le lundi 10 février 2023 alors que celle-ci s'est déroulée un vendredi. Cela montre, si besoin l'en est, la légèreté avec laquelle la MRN a accueilli le drame d'Intagamay. La coalition présidentielle a salué la coopération que le gouvernement a nouée avec des forces militaires étrangères dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Mais cette attaque terroriste ne montre-t-elle pas la limite de la coopération militaire, notamment française, avec le Niger, avec l'arsenal de guerre sophistiqué dont dispose Barkhane? Comment des terroristes peuvent-ils perpétrer encore ce genre d'attaque contre des cibles militaires nigériennes, s'interroge le confrère. À quoi servent leurs drones? Comment ont-ils pu manœuvrer sur des motos? Où réside alors l'intérêt de la coopération avec ces forces étrangères, tout comme celui de la majorité présidentielle? Le communiqué de l'opposition politique nigérienne n'a pas non plus été très critique vis-à-vis du gouvernement. L'opposition s'est juste contentée de relever les insuffisances et incohérences du communiqué du ministère de la Défense, promettant de revenir dans les jours à venir sur la question de la crise sécuritaire par le gouvernement sur la base des investigations qu'elle est en train de mener sur la présence des forces étrangères. Elle n'a pas pipé mot alors qu'il y avait beaucoup à dire sur cette question à la faveur de l'embuscade terroriste d'Intagamay qui a endeuillé notre pays le 10 février 2023. Et puis sur le même sujet, le journal L'Actualité numéro 693 du 20 février 2023 a titré « Drame de Bani Bangou, la preuve du mensonge ». Tentative de coup d'État du 31 mars 2021, tir croisé des avocats sur la Renaissance et la justice. C'est le titre qui bat la une du journal Niger Inter Hebdo de cette semaine.
Le journal écrit: c'est le mardi passé que les plaidoiries ont commencé pour les avocats commis d'office, puis les avocats professionnels du plus jeune au plus ancien au barreau, écrit le journal Niger Inter Hebdo de cette semaine. Les commis d'office, qui sont essentiellement des gendarmes, ont défendu une quarantaine de soldats et hommes de rang. Ils ont mis un accent particulier sur l'ordre militaire. Au regard du code militaire, il est très difficile pour un homme de rang de résister à un ordre. Dès que le subordonné commence à réfléchir, les ordres sont en danger. Les avocats ont rappelé au tribunal qu'il serait hors de question de juger leurs clients sur la base de la révision du règlement militaire intervenu en 2022 qui a introduit la notion de l'ordre manifestement illégal alors que les accusés étaient en prison. La théorie du complot a été fortement soutenue par certains avocats. Tous les putschs déclarés par le régime n'étaient que de la farce, y compris celui du 31 mars 2021. Le palais présidentiel, c'est le lieu de la corruption, de la transmission du pouvoir à un clan. C'est plus la ruse du pouvoir qu'un vrai complot. Il y a des catégories de militaires ciblés et des fausses théories de complot, clés à la main par une main invisible. Pour les avocats de la défense, il n'y a pas eu coup d'État le 31 mars, mais des actes de violence. D'ailleurs, la DGDSE avait des renseignements sur la tentative et avait rendu compte à qui de droit, ont souligné les avocats de la défense. Des avocats de la défense qui ont également fait observer au tribunal des irrégularités graves en termes de présomption d'innocence. Ils ont considéré que l'instruction a été uniquement faite à charge contre leurs clients par le magistrat instructeur. Les avocats de la défense ont presque tous demandé l'acquittement de leurs clients en mettant en avant la définition du complot et l'attentat selon une jurisprudence de la Cour de cassation du Niger. Le bénéfice du doute, l'obéissance et la subordination des soldats à l'ordre militaire, la présomption d'innocence exceptera. Chose curieuse, aucun avocat n'a jugé utile de faire cas dans sa plaidoirie de la chimère de 2 milliards que Issoufou Mahamadou aurait payé au capitaine Gourouza pour faire échouer le coup d'État. En réaction aux plaidoiries des avocats, le substitut du commissaire du gouvernement n'a pas jugé utile de répliquer. Il s'est plutôt réjoui de la bonne tenue du procès. Le président du tribunal militaire a déclaré ainsi clos les débats sur la tentative du coup d'État manqué du 31 mars 2021 en annonçant que les accusés seront fixés sur leur sort le vendredi 24 février 2023, donc demain, Aminata. Le journal Le Courrier de ce jeudi matin nous révèle une nouvelle stratégie de détournement au ministère des Finances. Elle est faite sur la base de TDR. C'est sous le titre délinquance financière de nouveau Ibou Karagé au ministère des Finances que le journal Le Courrier paru ce matin a consacré cet article. Il nous apprend qu'au ministère des Finances, des agents dont des hauts responsables semblent s'être inspirés de Ibou Karagé pour faire sortir frauduleusement du trésor public d'importantes sommes d'argent estimées à plusieurs centaines de millions de francs CFA, non pas en utilisant des laps irrégulières, mais au moyen de TDR. Les TDR, ce sont les termes de référence munis de décisions de mandatement qui facilitent l'exécution de la dépense. Des responsables de services montent des TDR pour des activités, ateliers, séminaires ou autres qui ne sont pas contrôlées. Souvent, elles ne sont même pas exécutées malgré les frais de mission et autres perdiens perçus autour de 40 000 francs CFA jour. Les mêmes TDR sont repris souvent plusieurs fois, avec cette fois-ci des frais de mission pouvant aller jusqu'à 500 000 francs CFA pour chaque agent inscrit dans le TDR. Des instructions sont ensuite données pour que le paiement au trésor se fasse très rapidement et il arrive qu'un haut responsable du ministère des Finances se déplace personnellement au trésor pour le paiement. Une fois l'argent décaissé, les agents dont les noms figurent sur les TDR sont appelés pour signer. Il ne leur est pas remis la totalité des 500 000 francs CFA, mais juste 100 000 francs CFA. Les 400 000 sont destinés au patron, leur dit-on. Si un responsable ne voit pas son nom dans le TDR et refuse de le signer pour le paiement au trésor, un responsable véreux peut ainsi toucher en un seul mois plus de 10 fois le montant de son salaire. Aux agents subalternes, il leur est simplement dit « c'est nous qui vous avons nommé, alors vous faites ce qu'on vous ordonne sans discussion », conclut le journal Le Courrier de cette semaine. Et puis Aminata, avant de nous quitter, ce titre qu'on partage ensemble, c'est celui du journal Le Hérisson, numéro 348 du 23 février 2023 qui a titré à sa une « Périple présidentiel, Bazoum Mohamed, explorateur de solutions ». Moustapha Abdraman Zongoma, merci. Merci Aminata Yaemega.
Monsieur, dames, merci également à vous pour votre fidélité. Excellente soirée en compagnie de nos programmes. Bonsoir.